Vous pensez connaître la chèvre? Non. Sérieusement, qu'est-ce qu'on pourrait bien savoir sur elle? Une bête de basse-cour qui mâchouille tout ce qui lui tombe sous la dent, du journal à la ficelle. Elle donne des coups de tête, elle sent mauvais, elle est tellement têtue que dans des dizaines de langues à travers le monde, le mot chèvre est devenu synonyme de bêtise. Chez nous aussi, on dit bien têtue comme une bourrique, et si on cherche un peu, on trouve des expressions tout aussi peu flatteuses pour la chèvre dans de nombreuses cultures. En russe, par exemple, les mots pour bouc et chèvre sont des insultes courantes. Bref, la réputation de cet animal est catastrophique. Et maintenant, oubliez tout ce que vous venez d'entendre, parce que la chèvre n'est pas du tout ce qu'elle semble être. Absolument pas. C'est un être qui a été domestiqué avant la vache, avant le cochon, qui résout des problèmes cognitifs au niveau des primates, qui distingue votre sourire de votre colère, qui se souvient de la solution d'un exercice 10 mois plus tard, sans jamais l'avoir répété, qui vous regarde dans les yeux quand elle a besoin d'aide, exactement comme le ferait votre chien, qui adapte sa voix à l'accent de son troupeau, qui grimpe aux arbres à la hauteur d'un immeuble de 3 étages et escalade la paroi verticale d'un barrage pour lécher du sel minéral. Aujourd'hui, je vais tout vous raconter sur la chèvre, tout ce que vous ignoriez. Restez jusqu'à la fin. Vers la moitié de la vidéo, quelque chose va complètement bouleverser votre vision de l'intelligence caprine, une découverte scientifique toute récente qui a forcé les chercheurs à reconsidérer tout ce qu'on croyait savoir sur les capacités cognitives des animaux domestiques. Ce n'est pas l'histoire d'une bête de somme, c'est l'histoire d'un génie caché, resté sous notre nez pendant des millénaires. C'est parti. Commençons par la base. La chèvre domestique, Capra aegagrus hircus, descend du bouquetin sauvage, qui vit encore aujourd'hui dans les montagnes du sud-ouest de l'Asie. Ce bouquetin est un animal élancé et musclé, doté de puissantes cornes en forme de faucilles et d'une capacité d'escalade hors du commun. Il vit jusqu'à 4000 mètres d'altitude, là où l'oxygène se fait rare, où les températures sont extrêmes et où la nourriture est comptée. Il survit dans des conditions où la moitié des animaux domestiques actuels ne tiendraient pas une semaine. Et c'est de cet athlète des montagnes que descend cette même chèvre de basse-cour qu'on croit stupide. La génétique ne ment pas. La domestication de la chèvre est l'une des plus anciennes transactions entre l'humanité et la nature. Des généticiens du Trinity College de Dublin ont séquencé les génomes d'ossements de chèvres anciennes retrouvés dans la région du Croissant fertile. Et leur conclusion est claire. Les chèvres ont été domestiquées il y a environ 10 500 ans, soit environ 8 500 ans avant notre ère. Pour donner une idée, les premières pyramides n'apparaîtront que 5000 ans plus tard. L'écriture n'existera que dans 4000 ans. Et la chèvre était déjà là, aux côtés de l'homme, elle travaillait déjà, elle donnait déjà du lait, de la viande, des peaux. Fait important, la domestication n'a pas été un événement unique. Il n'y a pas eu un seul berger qui, un beau jour, aurait attrapé une chèvre sauvage en décidant de l'élever. Non, les recherches génétiques montrent que plusieurs communautés différentes, dans diverses régions du Croissant fertile, de l'Anatolie aux montagnes du Zagros en Iran, ont commencé indépendamment à apprivoiser des chèvres. Elles échangeaient des idées, mais se procuraient les animaux à partir des populations sauvages locales. C'est un processus en mosaïque, long, progressif. D'abord la chasse, puis le pâturage, puis la gestion du troupeau, puis la sélection consciente. Les chercheurs de la même étude dublinoise ont découvert qu'il y a déjà 8000 ans, les premiers éleveurs choisissaient leurs chèvres selon la couleur du pelage. Autrement dit, les tout premiers agriculteurs de l'histoire humaine pratiquaient déjà ce qu'on appelle aujourd'hui l'élevage sélectif de race. Je dois avouer que la première fois que j'ai lu cela, quelque chose s'est déplacé dans ma tête. On a l'habitude de penser à la chèvre comme à quelque chose de primitif, alors qu'elle a été l'un des premiers outils de la civilisation. Aujourd'hui, plus d'1,1 milliard de chèvres vivent sur la planète. Réfléchissez à ce chiffre. 1 milliard, c'est plus que la population de tout le continent africain. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la chèvre occupe la 5e place parmi tous les animaux d'élevage en nombre, après les poules, les vaches, les moutons et les cochons. Il existe plus de 1000 races reconnues.
Pour comparer, environ 400 races de chiens sont enregistrées. Les chèvres dépassent les chiens en diversité de races d'un facteur de 2-5. Près de 60% de toutes les chèvres vivent en Asie, environ 40% de plus en Afrique. Rien qu'en Chine, on en compte plus de 133 millions de têtes. En Inde, ce n'est pas moins. La chèvre n'est pas une curiosité exotique. La chèvre est le pilier économique de millions de familles dans les pays en développement. Un petit animal qui ne demande pas beaucoup de fourrage, capable de survivre là où une vache mourrait de faim. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la vache du pauvre. Bien qu'après cette vidéo, j'espère que vous vous demanderez plutôt s'il ne faudrait pas appeler la vache la chèvre du riche. Physiquement, la chèvre domestique est un animal compact, sec, nerveux. Le poids moyen varie de 30 à 70 kg selon la race. Il existe des naines, comme la chèvre naine du Nigeria, qui pèse à peine plus de 20 kg, soit à peu près le poids d'une valise moyenne. Il existe des géantes, comme la chèvre bouhar, qui peut atteindre 140 kg, soit le poids d'un homme adulte. La hauteur au garrot va de 40 à 100 cm. L'espérance de vie de 12 à 18 ans, ce qui pour un animal d'élevage est vraiment considérable. À titre de comparaison, un poulet de chair vit 42 jours. La chèvre a 4 pattes, 2 cornes, une barbiche et une queue relevée vers le haut. Cela la distingue du mouton dont la queue pend vers le bas. On pourrait croire à un ensemble d'attributs primitifs, mais chaque élément de cette construction est une merveille d'ingénierie. Et commençons par le détail le plus fascinant. Regardez une chèvre dans les yeux. Non, sérieusement, si vous en avez l'occasion, observez bien. Vous verrez quelque chose d'étrange. La pupille de la chèvre n'est pas ronde comme celle d'un humain ou d'un chien. Elle est horizontale, rectangulaire, étirée sur les côtés comme un tiret sur une feuille de papier. Cela paraît étrange, presque inquiétant. Dans l'Europe médiévale, c'est justement à cause de ses yeux qu'on associait la chèvre au diable et à la sorcellerie. Et pourtant, ceci est tout simplement un chef-d'œuvre de l'évolution. En 2015, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley a publié une étude d'envergure. Ils ont analysé 214 espèces d'animaux terrestres et découvert une régularité frappante. La forme de la pupille est directement liée à la niche écologique de l'espèce. Les pupilles verticales et fendues appartiennent aux prédateurs qui chassent à l'affût et doivent évaluer précisément la distance jusqu'à leur proie. Les pupilles horizontales et rectangulaires appartiennent aux herbivores qui doivent voir le plus largement possible pour repérer une menace à temps. La pupille de la chèvre est une véritable caméra panoramique, avec un angle de vision de 320 à 340 degrés. L'œil humain couvre environ 180 à 200 degrés. La chèvre voit presque tout autour d'elle, ne laissant qu'un étroit angle mort juste derrière elle. Cela signifie que pendant qu'une chèvre broute tranquillement, tête penchée vers le sol, elle observe simultanément l'horizon à droite, à gauche et même un peu derrière elle. Aucun prédateur ne peut s'approcher sans être repéré. Mais attendez, si la chèvre baisse la tête pour paître, sa pupille ne tourne-t-elle pas avec sa tête? Est-ce que tout l'intérêt ne se perd pas? Eh bien non, c'est là que la vraie magie commence. Les yeux de la chèvre peuvent pivoter dans leurs orbites de 50 degrés ou plus dans chaque direction, compensant l'inclinaison de la tête. Ainsi, quand la tête est baissée vers le sol, les pupilles restent parallèles à l'horizon, automatiquement, sans effort. C'est comme une caméra stabilisée par gyroscope sur un drone, sauf que ce n'est pas de l'ingénierie, mais des dizaines de millions d'années d'évolution. Il y a encore une astuce. La pupille rectangulaire de la chèvre réduit l'aberration chromatique, ce défaut optique qui rend l'image floue sur les bords de l'objectif. Une pupille ronde, en se rétrécissant, perd de la netteté en périphérie. Une pupille horizontale et fendue laisse passer la lumière uniformément à travers toutes les zones du cristallin, quel que soit le degré de contraction. Résultat, une image nette sur le plan horizontal, là où le danger se cache. La nuit, tout change. La pupille de la chèvre se dilate et devient presque ronde, laissant passer un maximum de lumière. De plus, derrière la rétine de la chèvre se trouve un tapetum lucidum, une couche réfléchissante qui agit comme un miroir et fait passer la lumière 2 fois à travers la rétine.
C'est ce tapetum qui fait briller les yeux de la chèvre dans le noir quand on les éclaire avec une lampe torche. Cela peut sembler troublant, mais grâce à cela, la chèvre a une excellente vision nocturne. Loin de la perfection du chat, mais suffisante pour s'orienter au crépuscule et à l'aube, précisément quand les prédateurs sont les plus actifs. C'est personnellement ce qui m'a le plus étonné. La chèvre, qu'on considère comme une bête primitive, possède un système visuel pour lequel n'importe quel ingénieur en optique donnerait la moitié de sa carrière. Un panorama de près de 340 degrés, une stabilisation automatique, une amplification de la vision nocturne, une correction de l'aberration chromatique, et tout cela dans une tête de la taille d'une noix de coco. La chèvre mange de tout ça, tout le monde le sait, mais de tout ne veut pas dire sans aucun choix. La chèvre est un ruminant, comme la vache, comme le mouton, comme le cerf. Son estomac se compose de 4 compartiments. Le rumen, le réseau, le feuillet et la caillette. Chaque compartiment a sa fonction. Le rumen est un immense réservoir de fermentation où vivent des milliards de bactéries, de protozoaires et de levures. Ces micro-organismes décomposent la cellulose, les fibres végétales qu'aucun estomac humain n'est capable de digérer. Le réseau agit comme un filtre, retenant les particules les plus grosses. Le feuillet extrait l'eau. La caillette est le véritable estomac, où se produit la digestion acide. Pour donner une idée de l'échelle, le rumen contient jusqu'à 23 litres de contenu, soit l'équivalent de 2 seaux et demi pour un animal pesant 50 kg. Un quart de la masse corporelle est une usine de transformation de matière végétale brute. Mais voici ce qui distingue la chèvre de la vache et du mouton. Des chercheurs de l'Université d'État du Mississippi classent les chèvres comme un type intermédiaire de ruminants. Les vaches et les moutons sont des brouteurs typiques qui se nourrissent d'herbes dans les prairies. Elles broutent l'herbe, pas les chèvres. Les chèvres préfèrent le brose, les plantes ligneuses, les arbustes, les pousses, l'écorce, les feuilles. Elles ne broutent pas vraiment, elles sélectionnent. Elles ont une sélectivité alimentaire étonnante. La chèvre renifle, lèche, tourne la tête et décide seulement après si ça vaut la peine d'être mangé. Voici une comparaison de la vie quotidienne. La vache, c'est le touriste au buffet à volonté qui remplit son assiette de tout ce qui passe. La chèvre, c'est le gourmet au restaurant qui étudie la carte pendant 20 minutes et choisit un seul plat parfait. Les chèvres peuvent manger plus de 500 espèces de plantes, y compris celles que les autres animaux évitent. Des arbustes toxiques pour de nombreuses espèces, la chèvre les mange tranquillement. Des épines, aucun problème. De l'écorce d'arbre, avec plaisir. Son système digestif peut détoxifier certains niveaux de tanins, ces substances qui provoquent des intoxications chez d'autres animaux. C'est un véritable bioréacteur vivant, capable de transformer pratiquement n'importe quelle matière organique en lait, en viande et en énergie. Et à propos, le fameux mythe selon lequel les chèvres mangent des boîtes de conserve et des journaux, ce n'est ni tout à fait vrai ni tout à fait faux. Les chèvres sont effectivement capables de mâchouiller du papier, du carton ou du tissu, mais pas parce qu'elles veulent le manger. Elles explorent le monde avec leurs lèvres et leur langue. La chèvre a une sensibilité tactile du museau extrêmement développée. Elle teste l'objet, l'évalue, et si elle ne le juge pas comestible, elle le recrache. Ce qui ressemble à une chèvre qui mange n'importe quoi est en réalité un processus d'exploration active de l'environnement, un peu comme un enfant qui met ses jouets à la bouche. Il n'a pas faim, il découvre le monde. Et maintenant, arrêtons-nous un instant. Une question pour vous. Avez-vous déjà eu une chèvre ou au moins l'avez-vous déjà vue en vrai? Dites-moi en commentaire quelle a été votre première impression sur cet animal. Stupide, têtu ou peu, être que quelque chose vous a déjà surpris à ce moment-là? Et nous voici arrivés au moment que je vous ai promis au début de la vidéo, celui qui va complètement retourner vos représentations. En 2014, des chercheurs de la Queen Mary University de Londres, Elodie Briefer, Sabina Haas, Luigi Bassiadonna et Alan McElligott ont publié une étude dans la revue Frontiers in Zoology. Ils ont pris 12 chèvres du refuge Buttercup Sanctuary for Goats dans le comté anglais du Kent et leur ont proposé un casse-tête, une adaptation du test du fruit artificiel, un exercice normalement utilisé pour évaluer les capacités cognitives des primates.
des singes, pas des chèvres. L'exercice comportait 2 étapes successives. D'abord, il fallait tirer un levier avec les dents ou les lèvres à l'aide d'une ficelle. Ensuite, il fallait soulever ce levier avec le museau pour faire tomber la nourriture. Une séquence en 2 temps. Pour un humain, rien de difficile. Pour un animal, un vrai défi cognitif. Il faut comprendre la relation de cause à effet. Il faut mémoriser l'ordre des actions. Il faut exécuter 2 mouvements physiques différents dans le bon ordre. Sur les 12 chèvres, 3 ont immédiatement tenté de forcer la boîte de manière malhonnête, à coups de cornes. Il a fallu les exclure de l'expérience, car cela risquait d'endommager le matériel. Remarquez bien, elles n'étaient pas bêtes. Elles avaient simplement choisi une autre méthode de résolution qui ne correspondait tout simplement pas aux conditions de l'exercice. Les 9 chèvres restantes, toutes les 9 sans exception, ont maîtrisé l'exercice en 12 essais ou moins. Certaines en 4 essais. 4 essais. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un test conçu pour les primates. Mais le plus incroyable reste à venir. 10 mois plus tard, les chercheurs sont revenus voir ces mêmes chèvres. 10 mois sans répétition, sans indice, sans entraînement. Les chèvres n'avaient pas revu cette boîte depuis près d'1 an. On leur a présenté à nouveau l'exercice et les 9 l'ont résolu en moins de 2 minutes. Elodie Briefer a commenté ainsi: « La rapidité avec laquelle les chèvres ont résolu la tâche après 10 mois, comparée au temps qu'il leur avait fallu pour l'apprendre initialement, témoigne d'une excellente mémoire à long terme. » Alan McElligott a ajouté que ces résultats remettent en question l'idée reçue selon laquelle les chèvres ne seraient pas des animaux intelligents. Franchement, quand j'ai découvert cela, j'ai dû vérifier plusieurs fois. 10 mois, c'est presque 1 an. Pour une chèvre dont l'espérance de vie est d'environ 15 ans, cela représente proportionnellement à peu près 5 années de vie humaine. Imaginez qu'on vous ait appris à résoudre un casse-tête, que vous n'y ayez plus touché pendant 6 ans et que vous le résolviez du premier coup en quelques minutes. Et ce n'est pas tout. Cette expérience comportait une étape supplémentaire. Avant l'apprentissage, certaines chèvres avaient eu l'occasion d'observer une autre chèvre résoudre l'exercice, un groupe démonstration, et le résultat a été surprenant. Les chèvres qui avaient vu la démonstration n'apprenaient pas plus vite que celles qui ne l'avaient pas vue. Elles préféraient apprendre par elles-mêmes, pas par imitation, mais par expérience personnelle. Briefer a noté que les chèvres préfèrent l'expérience individuelle à l'apprentissage social. Elles apprennent seules, elles ne copient pas les autres. Cela ne signifie pas qu'elles soient incapables d'apprentissage social. Une étude ultérieure de Christian Novroth a montré que les chèvres peuvent tout à fait apprendre de l'humain. Quand un humain montrait à une chèvre comment contourner un obstacle, les chèvres apprenaient plus vite, mais entre congénères, elles préfèrent ne pas copier. En 2025, des chercheurs ont mené un test cognitif comparatif entre chèvres, moutons et alpagas. On y évaluait la mémoire spatiale, la permanence de l'objet, la perception des nombres et la catégorisation. Les chèvres ont largement devancé tout le monde. Elles retrouvaient plus vite la nourriture cachée, en commettant moins d'erreurs. Elles suivaient mieux le déplacement des objets. Les chercheurs expliquent cela par leur milieu naturel. Les chèvres ont évolué dans de vastes terrains rocheux, où il faut mémoriser les itinéraires vers les sources de nourriture et les lieux sûrs. Je me souviens que la première fois que j'ai lu cela, une question m'est venue. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi n'étudie-t-on pas la chèvre autant que le chien, le corbeau ou la pieuvre? La réponse s'est révélée simple et un peu triste. Les chercheurs de l'équipe de Briefer l'expliquent. La plupart des recherches sur les capacités cognitives animales portent sur des espèces déjà réputées intelligentes. Les primates, les corvidés, les perroquets. Les animaux d'élevage passent pour cognitivement inintéressants et on ne les étudie tout simplement pas. Pas parce qu'il n'y a rien à découvrir, mais simplement parce que personne n'a l'idée d'aller regarder. Les chèvres sont des êtres profondément sociaux. Elles vivent dans ce qu'on appelle des sociétés de fission-fusion. C'est exactement le même type d'organisation sociale que celui qu'on retrouve chez les dauphins, les chimpanzés et en fait chez les humains. Les groupes se forment et se défont constamment. Certaines chèvres partent, d'autres arrivent. La hiérarchie est mouvante. Les relations exigent de la flexibilité et une bonne mémoire.
Dans un tel système, la communication est une question de survie, et les chèvres communiquent. Et comment? Commençons par la voix. La chèvre possède au moins 8 types de vocalisation distinctes, chacune ayant une signification émotionnelle et fonctionnelle précise. Des cris de contact, des cris d'isolement, plus aigus, que la chèvre émet quand elle se retrouve seule. Des signaux de rappel, des signaux d'alarme, des sons de parade nuptiale, des appels maternels. Chaque type porte une information. La voix de la chèvre est fortement individualisée. Des études ont montré que la fréquence fondamentale, comme les formants, ces caractéristiques de résonance du conduit vocal, diffèrent suffisamment d'un individu à l'autre pour que les chèvres se reconnaissent entre elles à la voix. Une mère reconnaît le bêlement de son chevreau dès une semaine après la naissance, et le chevreau reconnaît sa mère. Elodie Briefer et ses collègues ont mené une expérience remarquable. Ils ont enregistré le bêlement de chevreaux âgés de 5 semaines, puis, après 13 mois de séparation d'avec leur mère, ils ont rejoué ces enregistrements. Les mères réagissaient. Elles se tournaient vers le haut-parleur, bêlaient en réponse, regardaient plus longtemps dans la direction du son quand elles entendaient la voix de leur propre petit plutôt qu'une voix étrangère. Après 1 an, après la séparation, la mère n'avait pas oublié la voix de son enfant. Mais une découverte encore plus inattendue a été faite par des chercheurs de la Queen Mary University de Londres en 2012. Les chevreaux développent des accents vocaux. Les jeunes chèvres qui grandissent dans un même groupe se mettent à bêler de manière plus similaire entre elles qu'avec des chevreaux d'un autre groupe, même si elles ne sont génétiquement pas apparentées. On appelle cela la plasticité vocale. Le chevreau adopte les caractéristiques sonores de ses pairs. Un peu comme un enfant qui déménage dans une autre ville et se met, au bout de 6 mois, à parler avec l'accent local. Alan McElligott l'a formulé clairement. La présence de plasticité vocale chez des ongulés comme les chèvres suggère une possible voie évolutive précoce vers le développement de la communication vocale qui a finalement conduit au langage et à la parole humaine. La chèvre, une étape sur le chemin du langage humain. Vous vous y attendiez? Mais les chèvres ne communiquent pas seulement par la voix. Elles utilisent le regard, la posture du corps, les mouvements de tête. Les chèvres marquent leur position hiérarchique par des mouvements de tête. Elles suivent la direction du regard de leurs congénères et, ce qui est particulièrement important, elles font exactement la même chose envers les humains. En 2015, Christian Navroth et ses collaborateurs ont publié une étude au titre éloquent « Des chèvres qui fixent les humains du regard ». L'étude a montré que les chèvres modifient leur comportement selon qu'un humain les regarde ou qu'il s'est détourné. Quand l'humain faisait face à la chèvre, celle-ci s'approchait davantage, regardait plus longtemps, entrait plus activement en interaction. Quand l'humain se détournait, les chèvres perdaient leur intérêt. Dites-moi franchement, saviez-vous que les chèvres sont capables d'évaluer si un humain leur prête attention, qu'elles décodent la direction de votre regard et votre posture? Écrivez en commentaire si cela vous a surpris. Mais ce n'est pas encore le plus étonnant. Le plus étonnant nous attend juste après. En 2006, Navroth et son équipe ont mené une autre expérience. On proposait aux chèvres une tâche impossible à résoudre, ce qu'on appelle une unsolvable task. On apprenait à une chèvre à ouvrir une boîte contenant de la nourriture, puis on bloquait la boîte. La nourriture est visible à l'intérieur. La chèvre voit, la chèvre veut, mais ne peut pas ouvrir. Et que faisait la chèvre? Elle se tournait vers l'humain, le regardait dans les yeux, puis regardait la boîte, puis à nouveau l'humain. Une alternance classique du regard, ce qu'on appelle en anglais le gaze alternation. Exactement le même comportement qu'un chien qui demande de l'aide à son maître. Exactement le même comportement qu'un jeune enfant qui n'arrive pas à atteindre un jouet. Ce comportement est considéré comme un signe de capacité cognitive sociale avancée. Avant cette expérience, il n'avait été documenté que chez les chiens, les chevaux et les primates. Les chèvres sont devenues le premier animal d'élevage à le manifester. Un animal élevé pour sa viande et son lait, et non pour la compagnie, communique avec l'humain à un niveau qu'on croyait réservé aux animaux domestiques tenus comme compagnons. Navroth a fait remarquer « Nous voulions savoir si cette capacité s'étendait aux animaux d'élevage destinés à la production plutôt qu'à la compagnie. » La réponse s'est révélée positive. Mais ce n'est toujours pas tout.
En 2018, la revue Royal Society Open Science a publié une étude qui a fait grand bruit dans le monde scientifique. Une équipe de chercheurs dirigée par Christian Navroth et Alan McElligott a montré que les chèvres distinguent les émotions humaines à partir de l'expression du visage. Pas de manière abstraite, mais concrètement. On a montré à 20 chèvres du même refuge Buttercups des paires de photos d'une même personne inconnue. Sur l'une des photos, un visage souriant, sur l'autre, un visage en colère. Les photos étaient accrochées au mur, espacées de 13 cm. On lâchait la chèvre à 4 mètres de distance et on lui donnait 30 secondes. On observait où elle allait, ce qu'elle regardait, avec quoi elle interagissait. 52% des chèvres se dirigeaient en premier vers le visage souriant, 30% vers le visage en colère. Les autres ne faisaient pas de choix marqué. Les chèvres restaient plus longtemps près de l'image positive, la reniflaient plus souvent, s'en approchaient plus volontiers, et cela indépendamment du sexe de la chèvre, comme de celui de la personne sur la photo. Les chercheurs ont écrit « Ces résultats indiquent que la capacité des animaux à percevoir les signaux émotionnels humains ne se limite pas aux espèces ayant une longue histoire de domestication en tant que compagnons, et pourrait donc être bien plus répandue qu'on ne le pensait auparavant. Cela vaut la peine d'être lu 2 fois. Personne n'a sélectionné la chèvre pour son contact avec l'humain. Le chien a été élevé dans ce but pendant 30 000 ans, le cheval pendant 6 000 ans. La chèvre a été domestiquée pour la nourriture, pour le lait, pour les peaux. Personne n'a jamais sélectionné les chèvres selon le critère à quel point elle perçoit bien mon humeur, et pourtant elle l'aperçoit. Pour l'instant, il n'existe pas d'explication définitive. Il y a plusieurs hypothèses. L'une d'elles avance que la capacité de communication émotionnelle interspécifique ne serait pas née de la domestication en tant que compagnon, mais serait une aptitude cognitive plus ancienne qui se révèle chez tout animal social au contact prolongé avec l'humain. En 2024, Alan McElligott avec Marianne Mason sont allés plus loin. Ils ont étudié si les chèvres pouvaient distinguer le ton émotionnel d'une voix humaine, joyeuse ou en colère. Les résultats publiés dans la revue Animal Behavior l'ont confirmé, oui, elles le peuvent. Les chèvres réagissent différemment à une voix douce et à une voix irritée. Elles ne se contentent pas d'entendre les mots, elles perçoivent l'intonation. Je dois avouer que pour moi, ce fut une vraie découverte. Je savais que les chiens en étaient capables, je savais que les chevaux aussi, mais les chèvres, j'ai dû revoir tout ce que je pensais savoir sur cet animal. Revenons à la physique, à ce que les chèvres savent faire avec leur corps. Si vous êtes déjà allé dans le sud-ouest du Maroc, sur la route entre Marrakech et Essaouira, vous avez vu l'une des images les plus surréalistes de la nature. Des chèvres perchées dans des arbres, pas sur les branches basses près du tronc, mais tout en haut, à 8 mètres de hauteur. C'est le niveau du 3e étage d'un immeuble. Les arbres sur lesquels elles grimpent sont des arganiers. L'arganier, Argania spinosa, est un arbre épineux et tortueux, endémique du Maroc, pouvant vivre jusqu'à 150 ans. Il produit des fruits semblables à des olives, à la chair épaisse et légèrement sucrée. À l'intérieur se trouve un noyau dont on extrait l'huile d'argan, l'une des huiles végétales les plus chères au monde. En saison sèche, quand il n'y a presque plus rien à manger sur le sol, les chèvres grimpent chercher ces fruits jusqu'au sommet des arbres et s'y installent comme des ornements de sapins de Noël vivants. Elles se tiennent en équilibre sur des branches fines, mastiquent sans jamais se presser. Comment font-elles ? Les sabots. La chèvre a des sabots fendus, 2 doigts qui bougent indépendamment l'un de l'autre. La partie inférieure de chaque doigt se compose d'un bord extérieur dur et d'un coussinet intérieur souple et élastique. Le bord extérieur s'accroche aux aspérités et aux fissures comme un piolet d'escalade. Le coussinet se comprime et épouse la forme de la surface comme une ventouse en caoutchouc. Plus haut sur la patte se trouvent les ergots, des doigts vestigiaux que les chèvres utilisent comme point d'accroche supplémentaire sur les pentes raides. Mais les chèvres marocaines dans les arbres, ce n'est encore rien. Le bouquetin des Alpes, Capra ibex, proche cousin de la chèvre domestique vivant dans les Alpes, réalise quelque chose de carrément impossible. Il escalade la paroi quasiment verticale du barrage du Cingino, en Italie, dans le parc national du Grand Paradis.
La paroi mesure environ 50 mètres de haut, presque à pic. Les bouquetins y grimpent en s'agrippant à de minuscules aspérités entre les briques. Chaque faux pas signifierait une chute équivalente à la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Pourquoi font-ils cela? Pour le sel. Le béton du barrage contient un minéral, l'étringite, un composé salin partiellement soluble dans l'eau. Les bouquetins ont besoin de sels minéraux qui manquent dans leur régime alimentaire d'altitude, et ils sont prêts à risquer leur vie pour lécher cette paroi. Fait curieux, les grands mâles aux cornes imposantes ne grimpent pas sur cette paroi. Leur masse corporelle, leur centre de gravité décalé et leurs cornes volumineuses ne leur permettent pas de garder l'équilibre sur une telle inclinaison. En revanche, les femelles et les jeunes mâles escaladent la paroi avec l'assurance d'alpinistes chevronnés. C'est précisément ce qui rend la chèvre si exceptionnelle. Elle est tout aussi à l'aise en plaine, sur un rocher, dans un arbre et sur une paroi en béton. C'est un animal adapté à tous les terrains, à tous les environnements, à tous les climats, des déserts africains aux montagnes norvégiennes. Ce n'est pas un hasard si les chèvres ont réussi à coloniser littéralement tous les continents, sauf l'Antarctique. Et voici maintenant un fait qui surprend même ceux qui pensaient tout savoir sur les chèvres. Le lait de chèvre est le type de lait le plus consommé au monde. Pas le lait de vache, le lait de chèvre. Selon des données citées par la Michigan State University, à l'échelle mondiale, plus de personnes boivent du lait de chèvre que du lait de vache. Le lait de chèvre constitue la base de l'alimentation de millions de familles en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Environ les 3/4 de la population de la Terre consomment du lait de chèvre sous une forme ou une autre. Pourquoi? Parce que la chèvre est plus facile à entretenir. Elle est plus petite, mange moins, occupe moins de place, donne du lait dans des conditions où une vache ne survivrait tout simplement pas. Une seule chèvre représente la sécurité alimentaire d'une famille de 5 personnes dans un pays en développement. Mais il ne s'agit pas seulement de disponibilité. Le lait de chèvre diffère objectivement du lait de vache par sa composition. Les globules gras du lait de chèvre sont bien plus petits que ceux du lait de vache. Cela le rend naturellement homogène, la matière grasse ne se sépare pas et ne remonte pas à la surface, ce qui explique aussi pourquoi il est plus facilement assimilable. Le profil protéique du lait de chèvre est également différent. Une proportion différente de caséine et de protéines de lactosérum, ce qui réduit son potentiel allergène. Beaucoup de personnes allergiques au lait de vache, précisément aux protéines et non au lactose, boivent tranquillement du lait de chèvre. Le lait de chèvre contient plus de protéines par portion que le lait de vache, de soja ou d'amande. Il est riche en calcium, en potassium, en phosphore, en magnésium et en vitamine A. Les chercheurs soulignent aussi sa capacité tampon et son alcalinité plus élevée par rapport au lait de vache. Pour les personnes souffrant de troubles digestifs, c'est un atout non négligeable. Le fromage de chèvre, c'est une autre histoire. En France, en Italie, en Espagne, le fromage de chèvre n'est pas un substitut. C'est une référence gastronomique à part entière. Chèvre, crottin, valençais, ce sont des fromages de chèvre qui côtoient sur les étals les meilleurs fromages de vache. Et l'huile d'argan, que les chèvres marocaines aident à produire en mangeant les fruits et en recrachant les noyaux, est l'une des huiles cosmétiques et culinaires les plus prisées au monde. Voici l'ampleur du phénomène. Environ 200 millions de chèvres dans le monde sont classées comme laitières et produisent plus de 15 millions de tonnes de lait par an. L'Asie assure plus de la moitié de la production mondiale de lait de chèvre. Et maintenant, la chose la plus intime, les relations. La chèvre est l'un des rares animaux d'élevage utilisés en thérapie. Oui, la zoothérapie caprine n'est pas une blague. C'est une pratique bien réelle, de plus en plus populaire. Aux États-Unis, des chèvres travaillent dans des programmes de réhabilitation contre les addictions. Elles aident des personnes autistes. On les utilise dans des maisons de retraite pour améliorer le moral des résidents. Pourquoi précisément la chèvre? Parce qu'elle est curieuse, parce qu'elle est sociable, parce qu'elle établit activement un contact avec l'humain. Une femme ancienne alcoolique, ayant suivi une thérapie assistée par la chèvre, a déclaré dans une interview « Avec les chèvres, on peut être soi-même, on peut pleurer, on peut se mettre en colère, on peut rire et elle reste simplement là, à côté.
une acceptation inconditionnelle, sans jugement, sans attente. Le Goat Yoga est devenu un véritable phénomène culturel. Lenny Morse, fondatrice de ce mouvement, a collaboré avec des chercheurs de l'Oregon State University pour mener les premières études sérieuses sur les raisons pour lesquelles le contact avec les chèvres a un effet aussi positif sur les humains. Les résultats préliminaires montrent une baisse de la tension artérielle et une hausse du taux d'ocytocine, l'hormone du lien social et de la confiance. Un animal qui perçoit vos émotions, qui vous regarde dans les yeux quand il a besoin d'aide, qui adapte son comportement à votre attention, qui préfère les visages souriants et qui se souvient de vous des mois après. Honnêtement, cela ressemble presque à la description invraisemblable d'un compagnon idéal. Et pourtant, chacun de ces faits est confirmé par des publications scientifiques évaluées par des pairs. Et pourtant, malgré toute cette complexité cognitive, malgré toute cette profondeur émotionnelle, la chèvre reste l'un des animaux domestiques les plus sous-estimés et les moins étudiés. Le chien fait l'objet de milliers d'études sur ses capacités cognitives, la chèvre, seulement quelques dizaines. Parce qu'on a décidé d'avance qu'elle n'était pas intéressante, qu'il n'y avait rien à étudier, que c'était juste une bête. C'est probablement le portrait le plus juste de notre propre préjugé. On ne voit pas l'intelligence là où on ne s'attend pas à la trouver. Malgré tout cela, malgré le milliard de têtes, malgré le millier de races, les chèvres restent vulnérables, et pas d'elles-mêmes, mais à cause de nous. Chaque année, plus de 500 millions de chèvres sont abattues pour leur viande. 500 millions. Chaque jour, plus d'1 million. La viande de chèvre représente environ 5% de la consommation mondiale de viande et cette part augmente. Aux États-Unis, la consommation de viande caprine a augmenté de 320% depuis 1999. Une étude publiée dans la revue Animals en 2023 a montré que les chèvres présentent des signes de stress émotionnel au contact des conditions d'abattage. Des électroencéphalogrammes ont enregistré des changements d'activité cérébrale caractéristiques d'un état d'anxiété et de peur. Les chèvres en attente d'abattage montraient des réactions physiologiques de stress accru, un rythme cardiaque accéléré, un profil hormonal modifié. On parle d'un animal qui reconnaît les émotions humaines, qui se souvient d'un exercice presque 1 an après, qui communique au moyen de 8 types de vocalisations différentes, qui adapte son accent à celui de son troupeau, qui construit des hiérarchies sociales complexes, et nous le traitons comme s'il sortait d'une chaîne de production. Il est difficile d'obtenir des données précises sur le bien-être des chèvres dans l'élevage industriel. La majorité des chèvres sont élevées dans des pays en développement où les normes d'élevage sont minimales et le suivi quasi inexistant. Environ 96% de la population mondiale de chèvres se trouve dans des pays en développement. Là-bas, les chèvres ne sont ni un luxe, ni des animaux de compagnie qu'on garde par plaisir. Là-bas, elles font la différence entre la faim et la survie. Ce paradoxe n'a pas de solution simple. La chèvre sauve des vies. La chèvre nourrit des familles. La chèvre donne du lait, de la viande, des peaux, là où il n'y a rien d'autre. Mais c'est en même temps un être aux capacités cognitives prouvées et à la vie émotionnelle riche que nous exploitons sans nous demander ce qu'il ressent. Voici la dernière question de cette vidéo pour vous. Votre regard sur la chèvre a-t-il changé au cours de ces 30 minutes? Dites-moi en commentaire ce qui, parmi tout ce que vous avez entendu, vous a le plus surpris. Je n'ai pas pu m'arrêter là. Il restait trop de choses étonnantes en dehors du sujet principal. Les chèvres sont capables de penser perspective. En 2006, Kaminski, Cole et Tomasello ont mené une expérience montrant que les chèvres, dans une situation de compétition pour la nourriture, tiennent compte de la perspective de leur rival. Elles évaluent ce qu'une autre chèvre peut ou ne peut pas voir et adaptent leur stratégie en conséquence. On appelle cela la théorie de l'esprit, la capacité à attribuer à un autre être ses propres états mentaux. Auparavant, cette capacité n'avait été démontrée de manière convaincante que chez les primates, les corvidés et certains perroquets. Cette interprétation reste toutefois débattue. Tous les scientifiques ne s'accordent pas à dire que les chèvres possèdent une véritable théorie de l'esprit.
Certains estiment que le comportement observé peut s'expliquer par des mécanismes plus simples, l'apprentissage associatif ou des réponses conditionnées. Mais le simple fait que le débat existe est significatif. On discute pour savoir si la chèvre possède une théorie de l'esprit. Il y a 20 ans, cette question aurait semblé absurde. Les chèvres utilisent aussi les gestes humains pour chercher de la nourriture. Elles n'ont pas besoin de l'apprendre. Elles le font spontanément. Quand un humain pointe du doigt un récipient contenant de la nourriture, des chèvres n'ayant jamais participé à ce genre d'expérience vont dans la bonne direction en utilisant le geste pointé et le contact comme point de repère. Cette capacité à décoder les intentions communicatives d'une autre espèce est considérée comme l'un des marqueurs de l'intelligence sociale. Les chèvres manifestent également ce que les chercheurs appellent un comportement anticipatoire. Quand on montre de la nourriture à une chèvre et qu'elle comprend qu'elle doit attendre pour l'obtenir, elle manifeste des signes d'impatience directement corrélés au fait que l'humain lui prête attention ou non. Si l'humain regarde, la chèvre attend plus patiemment. S'il s'est détourné, elle commence à bêler et à s'agiter. Elle ne veut pas simplement de la nourriture. Elle évalue la probabilité de l'obtenir en fonction du comportement humain. C'est une forme d'anticipation, élémentaire, certes, mais bien réelle. Les chèvres ne se contentent pas de reconnaître les émotions d'autrui, elles les expriment elles-mêmes et leur mimique faciale se prête à l'analyse. En 2017, une expérience a été menée sur 32 chèvres laitières à qui l'on montrait des photos de museaux de congénères familières dans des états émotionnels positifs et négatifs. Un logiciel spécialisé avait été utilisé pour créer des images intermédiaires par morphing. Les chèvres réagissaient différemment selon l'expression du museau. Elles étaient capables de distinguer les états positifs et négatifs de leurs congénères à partir de l'expression faciale. Charles Darwin, dès 1872, avait avancé l'idée que les expressions faciales des humains et des autres mammifères avaient beaucoup en commun. 150 ans plus tard, les chèvres l'ont confirmé. Les mimiques ne sont pas un monopole humain. C'est un outil de communication ancestrale que les chèvres utilisent aussi. Revenons à l'estomac de la chèvre. J'ai mentionné que les bactéries du rumen décomposent la cellulose, mais je n'ai pas dit que ces mêmes bactéries sont capables de synthétiser toutes les vitamines B nécessaires. Toutes. La chèvre n'a pas besoin de compléments vitaminiques. Son usine interne les produit elle-même. De plus, les chèvres savent synthétiser des protéines à partir de l'azote, un sous-produit du processus digestif. Cela signifie que même avec un fourrage modeste à faible teneur en protéines, la chèvre est capable de produire les protéines nécessaires à sa croissance, à sa lactation et à l'entretien de son organisme. C'est un niveau d'autonomie métabolique qui fait de la chèvre l'un des animaux d'élevage les plus efficaces économiquement sur la planète. La population caprine mondiale augmente plus vite que celle de tout autre animal d'élevage. Depuis 2000, elle a progressé de plus de 34%. À titre de comparaison, les moutons ont progressé de 10% sur la même période et le cheptel bovin mondial est resté à peu près stable, autour d'1 milliard de têtes. Les causes sont le changement climatique, la croissance démographique, l'augmentation des revenus dans les pays en développement. Les chèvres sont une partie de la réponse à la question de savoir comment nourrir une planète où les terres arables se font de plus en plus rares. En 2020, des chercheurs japonais ont étudié la zoothérapie caprine dans des maisons de retraite, des écoles primaires et des crèches. Les résultats ont montré une amélioration de l'humeur, une réduction de l'anxiété et une amélioration de la qualité de vie dans tous les groupes d'âge. Les chèvres participant à la thérapie étaient entraînées à s'asseoir près des patients, à se laisser caresser et à maintenir un contact visuel. Un contact visuel. La chèvre vous regarde dans les yeux et attend, pas parce qu'elle a besoin de quelque chose, mais parce qu'elle est en phase avec vous. Elle perçoit votre état émotionnel, réagit à votre intonation, préfère votre visage souriant, et voilà ce qui continue de me troubler. Nous avons élevé le chien pour le contact avec l'humain pendant 30 000 ans, la chèvre, pour la nourriture, pendant 10 000 ans, et elle a appris la même chose toute seule, simplement parce qu'elle vivait à nos côtés. Les chèvres ont appris à nous lire parce qu'elles ont été assez longtemps près de nous, et nous n'avons pas appris à les lire parce que nous ne regardions pas. Il existe un détail dans la génétique de la chèvre qui n'a été révélé que très récemment
et qui, franchement, m'a autant surpris que l'histoire des tests cognitifs. En 2020, la revue Science Advance a publié une vaste étude génomique qui a établi ceci. Dans l'ADN de la chèvre domestique se trouve un fragment qui ne devrait pas s'y trouver. Le gène MUX-X, responsable de la production du mucus protecteur dans le tube digestif, provient de l'auroche du Caucase occidental, une espèce totalement différente. Il s'agit d'une introgression, un transfert de matériel génétique entre espèces à la suite d'un croisement survenu avant même la domestication. Selon les estimations des chercheurs, cela se serait produit il y a plus de 47 000 ans, avant l'apparition de l'agriculture, avant l'apparition de la civilisation, avant tout, et ce gène étranger s'est révélé extraordinairement utile. Des expériences ont montré qu'il confère aux chèvres une protection immunitaire renforcée contre les parasites gastro-intestinaux. En somme, les ancêtres sauvages de la chèvre ont volé à une autre espèce une arme contre les maladies et l'ont transmise à toutes les générations futures. Au moment de la domestication, ce gène était déjà présent chez presque toutes les populations de chèvres. Les chercheurs ont également découvert une deuxième région du génome présentant un fort signal de sélection lié au comportement. C'est cette région qui semble être responsable de la capacité de la chèvre à tolérer la présence humaine, à accepter la nourriture donnée à la main et à vivre en captivité. Ces deux gènes, la résistance immunitaire et la tolérance envers l'humain, sont devenus les fondements de la domestication. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'élevage caprin, pas de lait de chèvre, pas de fromage de chèvre. Il n'y aurait être même pas eu de civilisation telle que nous la connaissons. Voici l'ampleur de la chose. Toute l'industrie caprine, tout ce milliard de têtes, tout le lait de chèvre du monde repose sur deux fondements génétiques, dont l'un a été dérobé à une autre espèce il y a des dizaines de milliers d'années. Puisqu'on parle de génétique et de particularités surprenantes, on ne peut pas passer à côté de l'une des races de chèvres les plus étranges au monde. Les chèvres myotoniques, ou comme on les appelle familièrement, les chèvres qui s'évanouissent. Ce sont celles des innombrables vidéos qu'on trouve sur Internet, où la petite chèvre a peur et tombe raide sur le côté, pattes tendues, comme un jouet en bois. Cela paraît drôle, mais derrière, il y a une génétique sérieuse. Les chèvres myotoniques ne perdent pas connaissance, elles ne s'évanouissent pas du tout au sens médical du terme. Chez l'humain, l'évanouissement est une perte de conscience due à une perturbation de l'irrigation sanguine du cerveau. Chez ces chèvres, c'est complètement différent. Elles restent pleinement conscientes. Simplement, elles ne peuvent plus bouger. Leurs muscles squelettiques se contractent involontairement et ne peuvent pas se relâcher pendant 5 à 20 secondes. Puis tout passe, la chèvre se relève et repart comme si de rien n'était. La cause en est une mutation du gène CLC-NUN qui code une protéine formant un canal chlorure dans les cellules musculaires. Ce canal est responsable du passage des ions chlorure à travers la membrane de la fibre musculaire, ce qui assure jusqu'à 85% de la conductivité électrique nécessaire à la relaxation du muscle après une contraction. Quand le canal ne fonctionne pas, le muscle se contracte, mais ne peut pas se relâcher. Cet état s'appelle la myotonie congénitale. Elle ne touche pas que les chèvres. Les humains, les chevaux, les chiens, les chats, les souris, tous peuvent présenter une mutation analogue. Ces chèvres ont une histoire remarquable. On pense que la race est apparue en 1880 dans le Tennessee, quand un fermier venu de Nouvelle-Écosse, du nom de John Tinsley, a amené 4 chèvres étranges. D'où il les tenait exactement, on ne le sait pas précisément. Tinsley est reparti, les chèvres sont restées et ont donné naissance à toute une race. Les éleveurs ont vite compris que les chèvres myotoniques présentaient des avantages pratiques. Comme leurs muscles se retrouvent constamment dans un état de tension accrue, elles développent une musculature puissante. En réalité, chaque épisode fonctionne pour la chèvre comme un entraînement isométrique. Résultat, une morphologie compacte et musclée, idéale pour la production de viande. De plus, elles sautent et grimpent mal, car leurs muscles peuvent se bloquer au pire moment. Cela signifie qu'il est facile de les garder derrière une clôture basse. Pas besoin de barrière de 3 mètres comme pour les chèvres ordinaires. L'organisation The Livestock Conservancy estime la population mondiale de chèvres myotoniques à moins de 10 000 têtes.
C'est une race rare, mais incroyablement populaire sur Internet. Voici l'ironie. La chèvre la plus célèbre au monde est celle qui s'écroule, et la plus intelligente est celle qui résout des exercices conçus pour les singes. Devinez de laquelle des deux vous aviez déjà entendu parler. Vous savez déjà que la chèvre mange pratiquement toute la végétation, qu'elle préfère les arbustes, les mauvaises herbes et les pousses épineuses dont les autres animaux se détournent, qu'elle a 4 estomacs et des bactéries capables de décomposer la cellulose. Maintenant, imaginez qu'on utilise cette super capacité non pas pour produire du lait, mais pour prévenir des catastrophes. En Californie, un État qui souffre chaque année d'incendies de forêt dévastateurs, les chèvres sont devenues un élément de la stratégie de lutte contre le feu. Ni blague, ni métaphore. Littéralement. Des municipalités louent des troupeaux de chèvres pour qu'elles mangent la végétation sèche sur les flancs des collines, celle-là même qui devient le combustible des incendies. Le Service américain de la pêche et de la faune sauvage, le US Fish and Wildlife Service, utilise officiellement le pâturage ciblé par les chèvres comme outil de prévention des incendies. Les chèvres éliminent les espèces végétales invasives, réduisent la quantité de matière combustible au sol et créent l'espace nécessaire à la croissance des arbres indigènes. La ville de Laguna Beach, en Californie, entretient des zones de pâturage dans 10 secteurs coupe-feu le long du périmètre de la ville. Les chèvres paissent dans des endroits inaccessibles aux engins mécaniques, sur des pentes rocheuses abruptes. Le coût du pâturage caprin représente environ 10%, voire moins, du coût d'un débroussaillage manuel par des équipes humaines. L'ampleur du phénomène est impressionnante. Au ranch Swanton Pacific, en Californie, dans le cadre d'un programme de prévention des incendies, 960 chèvres ont travaillé pendant l'été. Elles ont traité près de 55 acres de terrain envahis par la végétation, soit environ 22 hectares. Goats on the Go, un réseau de 75 entreprises d'élevage réparties dans 25 États, met à disposition des troupeaux de chèvres pour la gestion environnementale à travers tout le pays. Dans le Colorado, la ville de Superior a commencé à utiliser des chèvres pour le débroussaillage coupe-feu en 2019. Après le terrible incendie de Marshall, la ville a doublé la mise sur la méthode caprine. À Grand Junction, 700 chèvres paissent le long d'un sentier en bordure de rivière, mangeant tamaris, chalefs à feuilles étroites, kochia et autres espèces invasives qui supplantent les peupliers et les saules indigènes. Personnellement, cela m'a beaucoup étonné. Un animal qu'on a considéré pendant des millénaires comme un nuisible destructeur de végétation s'est révélé être un véritable sauveteur. Manger de tout est devenu son principal atout professionnel. Les chèvres mangent les graines des plantes invasives, les digèrent et les empêchent de germer à nouveau. Elles atteignent des endroits où ni le tracteur ni le bulldozer ne peuvent aller. Elles n'utilisent pas d'herbicides, ne polluent pas les sols. Lynn Hunsinger, professeur d'écologie des pâturages à l'Université de Californie à Berkeley, a fait remarquer que dans un monde idéal, on utiliserait des chèvres ou des moutons après les grands incendies pour empêcher la repousse de la végétation indésirable. Un pâturage régulier finit par épuiser le système racinaire des plantes invasives, les empêchant de se reconstituer et modifiant durablement la biomasse du terrain. La chèvre comme système de prévention des incendies, la chèvre comme outil écologique, la chèvre comme alternative à la chimie et aux engins lourds. Il y a 10 000 ans, elle nous aidait à bâtir la civilisation. Aujourd'hui, elle nous aide à ne pas brûler ce qu'il en reste. Il y a encore un autre aspect de l'histoire de la chèvre qu'on ne peut pas passer sous silence, le mythe. La chèvre est l'un des rares animaux qui, dans la culture humaine, a incarné tour à tour la divinité et le mal, parfois même les deux en même temps. Dans la Grèce antique, la chèvre était associée au dieu Pan, cette divinité mi-humaine, mi-caprine de la nature sauvage et de la fécondité. Le mot panique vient d'ailleurs du nom de Pan. Il inspirait une peur irrationnelle aux troupeaux comme aux hommes, mais il était aussi le protecteur des bergers et le symbole de l'énergie créatrice. Selon le mythe, la chèvre Amalthée aurait nourri le nourrisson Zeus, caché de son père Cronos. Le plus grand dieu de l'Olympe a été nourri par une chèvre. À la mort d'Amalthée, Zeus la plaça parmi les étoiles, et sa corne devint la corne d'abondance,
Chaque fois que vous voyez une corne débordante de fruits et de fleurs sur un tableau baroque, c'est une corne de chèvre. Dans la mythologie nordique, le char du dieu Thor était tiré par 2 boucs magiques, Tangrisnir et Tangiostr. Ces boucs avaient une particularité étonnante. Thor pouvait les égorger le soir, les faire cuire et les manger, puis, le matin, frapper leur peau avec son marteau Mjolnir, et les boucs revenaient à la vie, entiers et bien portants. La chèvre, symbole d'immortalité, de résurrection, d'éternel retour. Dans l'Égypte antique, le dieu à tête de bouc, Baneb-Jedeh, était vénéré à Mendès comme l'incarnation de la puissance créatrice et de la fécondité. Quand les Grecs, voyageurs et surtout Hérodote, visitèrent Mendès, ils identifièrent Baneb-Jedeh à Pan. Et c'est ainsi que le dieu bouc entama son voyage entre les cultures. Mais ensuite vint le christianisme, et la chèvre n'eut pas de chance. Dans la Bible, les chèvres sont mentionnées à la fois dans un contexte positif, comme animaux sacrificiels pour la rédemption des péchés, et dans un contexte résolument négatif. La parabole des brebis et des boucs dans l'Évangile selon Matthieu sépare les justes des pécheurs. Les brebis à droite, vers le paradis, les boucs à gauche, vers l'enfer. Le bouc émissaire est l'animal sur lequel on transférait symboliquement les péchés de la communauté et qu'on chassait dans le désert. Peu à peu, le bouc en est venu à s'associer au péché, au diable, aux forces impures. Les cornes, la barbiche, les sabots, les pupilles rectangulaires, tout ce qui faisait de la chèvre une chèvre est devenu un attribut de Satan. C'est probablement le chapitre le plus amer de l'histoire de la chèvre. Un animal qui a nourri Zeus et tiré le char de Thor, qui était à nos côtés depuis les premiers jours de la civilisation, est devenu le symbole du mal, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce à quoi il ressemble. Et vous savez ce qu'il y a de plus juste dans tout cela ? Ce n'est pas l'histoire de la chèvre, c'est notre histoire à nous, celle de la façon dont nous tirons des conclusions sur la simple apparence, dont nous transformons ce qui est différent en quelque chose d'effrayant, dont nous attribuons le mal à ce qui, tout simplement, n'est pas comme le reste. Voici sans doute la leçon la plus importante de la chèvre. 10 000 ans qu'elle marche aux côtés de l'humain. Elle a nourri les premières civilisations. Elle a donné du lait quand il n'y avait rien d'autre. Elle a grimpé avec nous dans les montagnes, descendu les vallées, traversé les déserts, colonisé les îles, survécu là où d'autres abandonnaient. Elle a digéré ce que d'autres ne pouvaient pas digérer. Et pendant tout ce temps, nous l'avons traitée de stupide. Nous regardions la chèvre et nous y voyions une bête. Et elle nous regardait et elle voyait notre visage. Elle distinguait notre sourire, mémorisait notre voix, se tournait vers nous pour demander de l'aide, adaptait sa voix à celle de ses congénères, tout comme nous adaptons notre façon de parler à notre interlocuteur. La chèvre n'est pas une bête de basse-cour bornée. La chèvre est un miroir ancien et patient dans lequel nous nous sommes regardés pendant 10 000 ans sans jamais y voir notre propre reflet. Peut être que le sujet, ce n'est pas qu'elle soit un génie caché. Peut être que le sujet, c'est que nous sommes des aveugles cachés. Et si cette vidéo vous a fait, ne serait-ce qu'une seconde, regarder une chèvre d'un autre œil, alors elle n'aura pas été faite pour rien. Si ces informations vous ont été utiles, je vous serai reconnaissant de votre soutien. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Planète Sauvage. La prochaine vidéo va sûrement vous surprendre.